Toujours dans le cadre de notre dossier sur le bilan des mouvements de mars et avril, nous nous intéressons aujourd'hui aux revendications portées par les peuples autochtones. Christophe Pierre est sur le plateau avec nous pour en parler ce soir et faire le point. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'échanger, je vous propose de regarder un reportage consacré à votre lutte qui a été filmé l'année dernière et diffusé sur notre chaîne. Ça vous va? Ça me va. Allons-y. Un chant symbolique avant de commencer. Premier peuple de la Guyane, les communautés autochtones ont repris ce matin la place qui était la leur. Partis du Fort Saint-Laurent, ils ont rejoint la tête du cortège. Il faut savoir, et il faut le rappeler parce qu'on n'en parle pas assez dans les médias, que lorsque les colons français sont arrivés en Guyane, ce sont bien les Amérindiens qu'ils ont rencontrés face à eux. Nous avons été résistants. Le chef Sepérou est connu pour avoir résisté. Donc c'était une symbolique pour nous de démarrer ce défilé un petit peu plus tôt à partir du Fort Sepérou. C'était tout à fait normal d'apporter notre soutien. Nous sommes les Premières Nations, donc il fallait vraiment marquer le coup, montrer qu'on a nos revendications. Depuis toujours, les Amérindiens luttent pour obtenir une reconnaissance tant au niveau national que local. Une liste de 20 revendications a été remise au collectif pour la Guyane décollée. Parmi les plus importantes, le foncier. On a demandé la création d'un office foncier autochtone avec des représentants des autorités coutumières. Dis-moi combien de temps j'ai. Et l'accès à nos terres ancestrales. Les Amérindiens sont également touchés par des problèmes d'éducation et de santé. Ils ne souhaitent plus avoir un simple rôle de consultant, mais bel et bien une place importante dans les décisions. Les peuples autochtones doivent avoir leur place dans cette Guyane qu'on est en train de construire avec toutes les composantes de la société guyanaise. On va plus lâcher maintenant. On ne va plus lâcher et je pense qu'on est suffisamment solidaires de tout l'ensemble de la Guyane pour qu'on puisse maintenant continuer à travailler et construire cette Guyane qu'on a envie de voir pluriculturelle et plurilinguistique. Ils viennent d'Awala, de Cayenne ou d'autres villages amérindiens. Tous ont répondu présents ce matin. Alors, première question, je vais vous demander de nous présenter un peu l'organisation des peuples autochtones que vous représentez ici ce soir. Alors moi, je fais partie de la jeunesse autochtone, qui est un réseau, un mouvement, une association, qui aujourd'hui siège au Grand Conseil coutumier également. Donc voilà, on est un réseau de jeunes militants qui, à un moment donné, notamment au moment des mouvements sociaux, a décidé de se lever, de se relever et de porter le flambeau, de reprendre le flambeau un peu du combat que nos aînés ont commencé. Un an plus tard, un an après ces mouvements, qu'est-ce qu'ils ont changé dans votre quotidien, concrètement? Des nuits de sommeil en moins, c'est beaucoup, disons, mais en tout cas, ça a remobilisé quelque part. Il y a un éveil militant qui s'est fait au sein de la jeunesse amérindienne et au sein des peuples amérindiens en général. Et comme dans le reportage, on l'a souligné à plusieurs reprises, on ne compte pas lâcher ou relâcher la pression. Donc aujourd'hui, on est dans une veille permanente, dans une pression et une négociation permanente avec l'État. C'est justement ces négociations et ces pressions permanentes qui traduisent ces nuits blanches dont vous nous avez parlé à l'instant, ou on parle de nuits blanches pendant le mouvement? De nuits blanches pendant les mouvements, après les mouvements, enfin on est, voilà, si on pensait que ça allait se régler en un mois, ou etc., c'est qu'on se berçait d'illusions. On a entamé un combat, nous, depuis 500 ans et qu'on a repris, et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour lâcher l'affaire. Donc on sait que de toutes les manières, ça fait 500 ans qu'on est colonisé et ce n'est pas demain la veille que ça va se terminer. Donc on est parti pour un combat qui va durer, qui va vraiment durer, s'éterniser, et surtout, il ne faut pas qu'on lâche la pression, parce que dès le moment où on baisse un peu la pression et qu'on ferme un peu les yeux, c'est parti pour se faire avoir. Qu'est-ce que le fait de justement toujours rester en pression vous a apporté concrètement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ces 12 derniers mois, où vous êtes encore dans l'étude et le travail pour arriver à un point précis? Le fait d'être en veille permanente, ça fait qu'on maintient quand même une surveillance de l'actualité qui peut porter atteinte notamment au peuple autochtone. C'est-à-dire qu'on a assuré une veille permanente depuis sur la question de la montagne d'or, sur la question de la restitution des 400 000 hectares, sur la question de la mise en place du Grand Conseil coutumier, sur la question du brevetage du Kouachi par l'IRD.
Donc il y a énormément de sujets aujourd'hui qui sont d'actualité et en maintien, si vous voulez, une veille pour justement ne pas faire en sorte que de mauvaises choses puissent nous arriver. Voilà. Justement, concernant ces 400 000 hectares, où en sommes-nous aujourd'hui? Concernant les 400 000 hectares, aujourd'hui, nous sommes dans la partie mise en place de la restitution. Donc la restitution qui porte réellement à faire en sorte que la restitution, c'est une notion qu'aujourd'hui, il est difficile à faire accepter puisque ça introduit la notion de réparation morale dans la restitution. C'est-à-dire que les peuples autochtones n'ont jamais renoncé à la souveraineté de ce pays qu'aujourd'hui on appelle la Guyane. Donc voilà, ça porte une reconnaissance en soi de réparation morale, en tout cas vis-à-vis de l'État français. Donc on est en train de travailler là-dessus avec les différentes organisations, telles que la FOAG, l'ONAG et avec l'appui d'une certaine aide juridique, disons, parce que c'est une restitution d'une nouvelle forme. On n'a jamais vu l'État français donner des terres, enfin redonner plutôt des terres à un peuple. C'est quelque chose qui, dans le paysage juridique français, n'existe pas. Donc on est en train de nager un peu dans le flou, l'État aussi, et on doit être force de proposition. Vous nous avez parlé de veille, d'être tout le temps sur le vif et de surveiller ce qui se passe. Vous avez fait paraître un communiqué de presse lundi, suite aux propos tenus par le président de la collectivité territoriale lors des États généraux qui se sont tenus à Paris. Et dans ce communiqué, vous avez dénoncé les propos de Rodolphe Alexandre. Qu'est-ce qui vous a chiffonné? En quoi les propos du président ont motivé cette réponse assez rapide? Le président Rodolphe Alexandre a adopté des propos qui sont quasi insultants, paternalistes et colonialistes, dans le sens simplement où, quand il dit dans une réunion publique dans le cadre des États généraux à Paris que les écologistes sont venus chercher les Amérindiens pour être contre la montagne d'or, il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas des écologistes qui décident et qui nous manipulent. On est des adultes, on est un peuple qui s'est formé, qui a existé bien avant la création de la CTG. Et ces propos-là, c'est simplement le fait, encore une fois, d'infantiliser les peuples autochtones. C'est-à-dire qu'il dit qu'on est incapable de décider et de choisir par nous-mêmes et qu'on ne peut simplement être que manipulé. Donc les propos de M. Rodolphe Alexandre sont extrêmement graves, en fait. Et ensuite, il continue par le brevetage du Kouachi, etc. Et M. Rodolphe Alexandre est vraiment dans une démarche de brader le pays. Et ce qu'on dénonce fortement, qu'on a déjà dénoncé à plusieurs reprises, les autorités coutumières sont prononcées contre le projet Montagne d'Or lors des journées des peuples autochtones organisées par la CTG. Ensuite, lors de la conférence des peuples autochtones en décembre dernier. Donc aujourd'hui, on est dans une démarche, le débat public sera lancé, il y aura réellement un débat. Mais il faut qu'ils comprennent que les Amérindiens, à chaque fois qu'il y a un chef qui décède, il y a toujours énormément d'élus qui se prononcent, qui se disent que oui, les chefs amérindiens, la sagesse, etc. Mais quand on vous dit qu'un projet doit être rejeté, là, par contre, personne ne nous écoute. Donc voilà, il y a également cette démarche-là qu'on a dénoncée. Et le fait qu'ils disent que sur le site de la Montagne d'Or, il n'y a aucune communauté de vie amérindienne, il y a quand même un rapport archéologique qui aujourd'hui est consultable à la DAC, où il y a mention de 50 sites précolombiens à valeur exceptionnelle. Donc il faut qu'ils se remettent vraiment en cause à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des propos qui ont été durs et c'est pour ça qu'on exige une audience et également des excuses. Donc vous attendez des excuses, peut-être une explication, puisque les propos ont peut-être été sortis de leurs propos. Ce sont des échanges que vous avez déjà eus avec M. Alexandre? Vous êtes en profond désaccord sur ces points-là? Disons qu'on est en profond désaccord sur la méthodologie de travail et de collaboration qu'on peut avoir et qu'on ne peut pas avoir d'ailleurs en ce moment. Donc il faut savoir que Rodolphe Alexandre a refusé la présence de la jeunesse autochtone et de la FOAG, Fédération des organisations autochtones, qui sont les deux associations qui siègent au Grand Conseil coutumier, lors d'une réunion d'information sur le Grand Conseil coutumier, et pour avoir les autorités coutumières avec lui tout seul et pour faire sa grande messe. Donc il faut vraiment mettre les choses dans leur contexte. Et encore une fois, sur l'IRD, sur l'affaire Kouachi, il faut comprendre que il y a encore énormément d'éducation à faire sur les notions de biopiraterie, sur le vol des terres, etc.
Mais aujourd'hui, il y a des personnes comme le président de la CTG qui sont instruits et qui savent ce que c'est que la biopiraterie. Et le fait qu'ils ne reconnaissent pas la contribution que les peuples autochtones et les communautés locales ont eue sur le brevetage, enfin sur tous les travaux qui ont été faits sur le Kouachi, c'est uniquement du mépris au fait. On n'est pas là à se battre dans l'affaire Kouachi sur uniquement des retombées économiques. On se bat pour la reconnaissance de l'apport que les peuples autochtones et les communautés locales ont eu dans tous ces travaux qui ont mené jusqu'à la découverte des molécules, enfin découverte, etc. Donc il y a énormément de points où on est encore dans le flou. On a eu une réunion avec le président de la CTG l'année dernière justement sur le suivi des 20 revendications parce que l'État a botté en touche et a dit par exemple sur le collège de Talouenne que ce n'est pas de la compétence de l'État, ce qui est vrai, c'est une compétence de la CTG. Et on devait refaire un point. Voilà, ça fait 1 an aujourd'hui. Donc, voilà. Donc concrètement, vous attendez une réunion pour pouvoir vous expliquer avec la CTG. Vous avez déjà sollicité une audience ? Oui, on a déjà sollicité une audience à plusieurs reprises. Hein, donc là, on attend la réponse du président de la CTG, mais comme on l'a dit dans le communiqué de presse, on n'est plus à la période où on se laisse faire aujourd'hui. Donc pour nous, c'est catégorique, le projet Montagne d'Or, non. L'affaire Kouachi, c'est de la biopiraterie, c'est du vol de savoir, etc. Et il n'y a pas de négociation à avoir là-dessus, au fait. C'est encore une fois dommage qu'on ait à s'expliquer, qu'on ait à se justifier et de pourquoi on se révolte contre ce genre d'injustice. Donc c'est juste inacceptable.